Maintenant qu'on est muni de ces informations, on va pouvoir commencer à répondre aux questions du départ. Pourquoi laisse-t-on disparaître l'agriculture familiale et la pêche artisanale des Français contre leur volonté ? Parce qu'il y a un article, qui est l'article 38 du TEFU, qui nous dit que l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche, le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Alors moi, je vous admire. J'ai même un peu de compassion pour vous. Parce que nous sommes dimanche, il fait beau, et vous êtes venu écouter un type que vous n'avez jamais vu sur TF1, qui vous raconte des choses extrêmement emmerdantes. Et qui vous lit un article d'un traité que jamais personne ne vous a montré. Et d'ailleurs, si vous le lisez, vous dites, bah oui, c'est pas mal. Il est arrivé à chacun d'entre nous, quand on a 17, 18, 19, 20 ans, d'être amené à signer un premier contrat. Par exemple, vous achetez une voiture d'occasion. Par exemple, vous achetez un premier contrat avec un téléphone portable. Ou bien alors vous faites une première location. Ou bien vous signez un contrat de travail. Si vous avez 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous faites en général ? Vous allez voir papa, maman. En demandant, tiens papa, est-ce que tu pourrais regarder ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que je dois signer ça ? Et puis si c'est pas papa ou si c'est pas maman, ça peut être un copain ou une copine ou quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, qui a de l'expérience et qui va dire attention, faut pas signer n'importe quoi, je vais regarder ça avec toi, puis qui va vous donner un éclairage auquel vous n'aviez pas songé. Et si vous me le permettez, c'est moi, le papa ou le copain, pas la copine. C'est moi qui suis celui qui va vous donner un petit peu la façon, comment vous attirer votre attention. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Parce que quand vous lisez ça, vous dites, bon, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien ? C'est pas bien parce que le marché intérieur, ça veut dire quoi ? C'est à l'agriculture, à la pêche et au commerce. Le marché intérieur, c'est un concept qui remonte au traité de Rome. Ça veut dire que tous les pays membres de l'Union européenne forment un seul et unique marché, à l'intérieur duquel circulent tous les produits totalement librement, sans aucun contrôle, sans aucun droit de douane, sans aucun quota, sans aucun problème de normes sanitaires, phytosanitaires, techniques, etc. Alors certains disent c'est bien, mais il faut en voir les conséquences. On va prendre un exemple qui est celui des cerises à la belle saison. Il y a des agriculteurs en France qui ont des vergers avec des cerises, voilà. Quand on a un verger avec des cerises, avec des dizaines, centaines de cerisiers, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il faut regarder le cerisier. Et puis l'hiver, on va faire quelques coupes de branches. Et on va essayer pendant les giboulées de protéger. Il faut éviter quand même que les fleurs soient abîmées. Et puis on attend la bonne saison. Et puis au mois de juin, alors là, il faut regarder le truc. Parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Si vous cueillez les cerises 48 heures avant, elles vont être pas assez mûres. Vous savez qu'en France, quand on achète des cerises, les gens, ils ont l'habitude à l'étalage de prendre une cerise, puis goûter, puis dire ah ben non, votre cerise n'est pas mûre, je la prendrai la prochaine fois. Et puis après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire que si les cerises sont trop mûres, après elles vont s'esclafoirer dans des barquettes et puis elles seront invendables. En gros, il y a 48 heures pour cueillir des cerises. Et si vous avez des centaines d'arbres fruitiers, il faut avoir une main-d'œuvre saisonnière qui est capable et disponible pour être pendant 2 jours à cueillir les cerises à toute allure pour ensuite les envoyer. Qui fait ça ? En pratique, en France et dans toute l'Europe occidentale, ce sont des travailleurs saisonniers immigrés, essentiellement marocains ou bien de l'Est de l'Europe de l'Est, moldaves, ukrainiens. Quand ils viennent en France pour cueillir les cerises, ils bénéficient du SMIC horaire pour lequel se sont battus nos parents, nos grands-parents. 9,76 € de l'heure brute. Ça doit faire quelque chose comme 7,10 € ou 7,30 € net pour cueillir des cerises pendant 15 heures par jour, du matin au soir. Ça va faire quelque chose, ou 12 heures, ça va faire à peu près 90 € pour la journée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes ouvriers, quand ils sont en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg par exemple, où il y a des cerisiers, ou en Bavière, il n'y a pas de SMIC horaire en Allemagne dans l'agriculture, point. Et donc, comme ces populations viennent de pays très pauvres, ils acceptent la loi du marché, on leur donne du 4 € de l'heure. Or, dans les intrants, comme on dit, c'est dans la composition du coût d'une cerise, le prix de la cueillette, c'est 75 à 80% du coût.
Le reste, c'est les frais de transport, de distribution, la marge du distributeur, et puis un petit quelque chose pour l'agriculteur. Voilà. Alors, le résultat, ben, vous le comprenez très bien, hein, c'est que les cerises du Mont Ventoux, quand elles arrivent à Rungis, elles sont beaucoup plus chères que les cerises qui viennent du bas de Württemberg. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne exprès, parce que dans l'esprit français, on pense qu'en Allemagne, tout est formidable, les gens gagnent beaucoup d'argent. Pas du tout. Après les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4, et par exemple le fait qu'il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture, eh bien, ça pose un problème même avec l'Allemagne. Alors vous pensez les cerises qui viennent du Portugal, de Grèce, de Bulgarie. Ça veut dire tout simplement que l'agriculture française, elle n'est pas compétitive parce que nos parents, nos grands-parents s'étaient battus pour qu'on ait un SMIC. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une situation comme ça ? La filière fruits et légumes de la FNSEA s'était tournée en 2011 vers le Premier ministre français, que vous connaissez peut-être, il s'appelle M. Fillon. M. Fillon étant d'ailleurs un ministre relevant du département de la Sarthe, un département rural. M. Fillon a dit écoutez, c'est très bien, je comprends le problème. Donc, l'État va verser une subvention de 300 millions d'euros par an à la filière fruits et légumes de la FNSEA. Comme ça, eh bien, vous vendrez au prix du marché. Donc, les producteurs de cerises français vendront à perte, mais ils auront une subvention d'équilibre qui leur sera versée via la FNSEA. Et M. Fillon était un coquin ou un incompétent. Ou les deux à la fois. Ça n'exclut pas forcément l'autre. Parce que M. Fillon, il savait, ou il aurait dû savoir, que l'État ne peut pas donner de subventions à qui que ce soit sans avoir l'autorisation sacro-sainte de la Commission européenne. Et la Commission européenne a dit aussitôt non. Ce qui montre au passage que ce que conçoit la Commission européenne et l'Union européenne, c'est en termes de concurrence. C'est une certaine type de concurrence et pas une autre. La Commission européenne a refusé les subventions étatiques au motif que c'était contraire à la concurrence libre et non faussée. Ça veut dire que pour l'Europe, il est normal d'avoir une concurrence par le bas sur les salaires, sur les charges sociales. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en revanche, avoir une concurrence avec des aides étatiques, ça n'est pas du tout normal. Donc en fait, il n'y a pas eu de subvention. Mais comme il n'y a pas eu de subvention, il s'est passé quoi ? Il s'est passé, pour les cerises comme pour le reste, c'est ça. Ça, c'est un article du journal Le Figaro du mois d'août 2016. Crise du lait, crise de l'élevage, crise des céréales. L'agriculture française est en faillite. Ben oui. On met les agriculteurs français dans une situation qui n'est pas compétitive, puisque nous avons des charges sociales et un SMIC qui sont très supérieures à ce qu'il y a dans le reste de l'Union européenne et que tout ça circule librement. C'est ça le problème du marché intérieur qui s'étend à l'agriculture ou à la pêche. Donc, puisque la voie de la subvention étatique est fermée, qu'est-ce qui reste comme possibilité ? La destruction de l'agriculture ou bien la destruction du SMIC. Et on va voir que ce sont justement les potions qui sont proposées par la Commission européenne et qui sont en filigrane, parce qu'ils n'osent pas trop vous le dire directement, des programmes de tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Du moins, de tous les candidats qui veulent rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire tous sauf moi. Parce qu'il y a une troisième possibilité, c'est de dire on sort de ce truc-là. Parce que la seule possibilité qui nous est donnée, c'est soit on laisse détruire l'agriculture française, 4 millions, je l'ai dit, 400 000, 40 000, soit on détruit les acquis sociaux des Français, si on reste dans l'Union européenne. Alors vous avez aimé l'article 38 du TEFU, vous allez adorer l'article 39. L'article 39 du TEFU nous dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Là aussi, c'est du langage technocratique. Et si vous lisez ça, d'ailleurs, qui vous le fait lire ? Personne. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a une interrogation écrite à la sortie. Non, sans rire, il n'y a pas d'interro écrite, bien sûr, mais si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, vous en saurez plus en sortant de cette réunion que 98% de nos députés, de nos ministres, de nos journalistes, de nos prétendus experts.
Parce que nous avons des responsables politiques qui sont en fait des irresponsables. Parce que responsable, ça veut dire avoir une réponse. En fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quel autre parti politique fait cet effort constant que je fais depuis 10 ans d'expliquer à mes concitoyens le fond du problème et pourquoi c'est compliqué et pourquoi il faut regarder les contrats qu'on nous a fait signer dans notre dos, hein, comme le papa qui dit à son ado qui dit ben non, là, ne signe pas, tu es en train de te faire avoir. Alors, quand on lit ça, on se dit la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture. C'est comme tout à l'heure, on se dit oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien pour une raison particulière. C'est que nous avons affaire à un traité. Un traité international, c'est signé. C'est pas un plan quinquennal. Vous savez que Staline avait inventé en Union soviétique les plans quinquennaux, c'est-à-dire des plans économiques sur 5 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de pays occidentaux, la France par exemple, s'en était inspiré. La France avait créé un commissariat général au plan. Si vous avez un plan quinquennal, il est légitime de se dire on va accroître la productivité de l'agriculture sur 5 ans. En tout cas, c'est une politique rationnelle. Mais là, ce n'est pas un plan quinquennal, c'est un traité. Or, un traité a pour particularité, dans la règle la plus générale, de ne jamais avoir de date limite de péremption. Par exemple, dans le traité d'Utrecht de 1713, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, le Royaume-Uni a mis la main sur Gibraltar. C'est le traité d'Utrecht de 1713. Nous sommes en 2017, 304 ans après, le Royaume-Uni a toujours Gibraltar, Union européenne ou pas Union européenne d'ailleurs. Ça veut dire que ce traité, depuis 304 ans, produit ses effets. Et je pourrais vous trouver de quantité d'autres traités plus anciens encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement le TFU peut durer 304 ans. Ça veut dire qu'il va falloir accroître la productivité de l'agriculture française en 2017. Elle devrait être supérieure à 2016. En 2018, supérieure à 2017. En 2019, supérieure à 2018. En 2020, supérieure à 2019, etc. Mais aussi, 2017 plus 304. En 2321, elle devrait être supérieure à l'an 2320. En fait, ça veut dire que c'est une course dingue, sans fin, à l'augmentation de la productivité. Il s'agit de développer le progrès technique en assurant le développement rationnel de la production agricole. Ça veut dire que le modèle qui se cache derrière, c'est un modèle hyper productivité. En fait, ce qui se cache derrière, c'est que le modèle sous-jacent qu'on impose aux agriculteurs en Union européenne, et en particulier à la France, c'est en fait le modèle de l'agro-business à l'américaine, des grandes plaines du Middle West américain, de l'Oklahoma, de l'Arkansas, ou de l'agro-business canadien, les grandes plaines de la Saskatchewan. Pour rien d'ailleurs qu'on nous propose le TAFTA et le CETA, ou alors là, ça sera la fin des haricots, si j'ose dire, pour l'agriculture française. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir des traités qui auraient pu mettre, par exemple, que la politique agricole commune avait pour objectif d'améliorer la qualité gustative des aliments, d'améliorer leur qualité organoleptique, de préserver des savoir-faire ancestraux, de développer une agriculture biologique, respectueuse des sols. On aurait pu avoir une politique agricole commune qui se serait fixée comme objectif de maintenir le maximum d'agriculteurs dans des conditions viables à la campagne, pour un souci d'aménagement du territoire ou de préservation d'une identité. On aurait pu avoir une politique agricole commune qui se fixe comme objectif de préserver l'agriculture familiale. Non. Ce qui a été décidé, c'est simplement la loi du fric, la loi du profit maximal. La terre étant conçue comme simplement quelque chose dont il va falloir tirer le maximum d'argent, toujours, tout le temps, et de plus en plus. Alors vous voyez que se cache derrière tout ça, et je pèse mes mots, la fin d'une civilisation. C'est aussi simple que ça. Ce qui se cache derrière, ce sont des fermes, des entreprises céréalières qui feront des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares avec des agriculteurs qui sauront piloter un Cessna, un petit avion, et à 20 ou 30 mètres balancer des pesticides sur des dizaines de milliers d'hectares.
une agriculture sans hommes, mais uniquement avec des machines. En fait, pour produire, pour avoir aussi des fermes de 10 000 vaches, 20 000 vaches, des poulaillers de 50 000 poules. En fait, c'est pour faire de la nourriture pour les pauvres, c'est-à-dire pour faire de la viande qui terminera chez McDonald's ou des poulets qui termineront chez Kentucky Fried Chicken. Voilà. C'est la fin d'une civilisation parce que la France était une grande civilisation paysanne, agricole. Si Jules César envahit la Gaule en 447 avant Jésus-Christ, c'est parce qu'on a affaire à la Gaule chevelue, comme on disait, c'est-à-dire avec des forêts, mais aussi avec des plaines où il y avait les céréales poussaient tout naturellement, à la différence de ce que l'on trouve dans le Latium ou en Ombrie ou en Toscane. Alors, pour clore ce chapitre sur l'agriculture, il y a une petite précision à apporter. C'est qu'il y a quand même, à l'autre bout de l'échelle, une possibilité d'avoir encore des petites exploitations, et non pas ces méga-exploitations qui rendent les exploitations familiales totalement non rentables et qui poussent donc des agriculteurs à vendre leurs exploitations. À l'autre bout de l'échelle, on peut avoir des agricultures familiales qui restent rentables. Ce sont les agriculteurs qui ont la chance d'être sur une appellation d'origine contrôlée, qu'on appelle une AOP maintenant, une appellation d'origine protégée. Donc si vous avez, en effet, si vous possédez 25 hectares dans les Côtes de Nuits, en Bourgogne, si vous avez un château viticole dans le Bordelais, si vous êtes producteur de lait dans l'AOP de Camembert ou dans l'AOP du Comté dans le Doubs, oui, là, vous pouvez éventuellement, comme il s'agit d'une agriculture à forte valeur ajoutée, et vous pouvez encore, ça s'appelle une stratégie de niche. Ce n'est pas de l'élevage canin, c'est simplement une agriculture de luxe. Par exemple, vous aurez là les canards de Chaland, le poulet de Loué, le poulet de Bresse, qui ne sont... Alors là, c'est de la nourriture pour les riches. C'est très cher, enfin beaucoup plus cher que l'agro-business. Mais même là, l'agriculture familiale est en danger, parce que même là, ce qui est rare est cher, et ce qui est cher attire évidemment la spéculation. Et donc toutes ces productions où la France est très très en pointe, la France est quand même un des pays réputés pour sa gastronomie, et bien beaucoup de ça aussi tombe en fait dans l'escarcelle de fonds d'investissement ou de grandes sociétés. Vous avez des grandes sociétés qui vont racheter, grandes sociétés du luxe français par exemple, qui vont racheter un grand cru par exemple de cognac. Vous avez dans le Bordelais 120 châteaux qui ont déjà été rachetés par des propriétaires ou des fonds d'investissement chinois. Vous avez en Bourgogne le château de Pommard qui a été racheté par un investisseur américain. Vous avez toujours en Bourgogne le château de Gevrey-Chambertin qui a été racheté par un Chinois qui a fait fortune dans les casinos à Macao. Donc même l'agriculture familiale est menacée par ces appétits financiers qui se déversent sur notre pays parce qu'on les a autorisés